Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette web conférence intitulée Comment réintégrer le collectif et réussir la reprise du travail après un arrêt long, organisée par VK en partenariat avec la MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale, et l'Association nationale des DRH des territoires, la NDRH-DT. Désolé pour ce démarrage avec quelques minutes, quelques secondes de retard. On a eu un petit souci technique, mais tout va bien à présent. Avant de vous donner quelques éléments de contexte et surtout de vous présenter nos intervenants, je vous propose, pour prendre un peu le pouls de l'assistant, j'ai envie de dire, une petite question sondage pour savoir un peu votre état d'esprit, comment ça se passe dans vos collectivités. Donc cette question est, je ne sais pas si elle s'affiche, constatez-vous dans votre collectivité une augmentation des arrêts longs? Donc, vous voyez, c'est une question très binaire, un oui ou non. Voilà, c'est tout simple, c'est l'histoire d'un peu comme je le disais, de prendre le pouls, de savoir comment ça se passe pour vous. Je vous laisse répondre, oui ou non. C'est vrai qu'a priori c'est rapide. Et comme je vous disais, avant de vous présenter les intervenants, quelques éléments de contexte. Donc, le taux d'absentéisme au travail augmente dans tous les secteurs dans notre pays. Ça, je pense que vous le savez. Et ce phénomène touche particulièrement la fonction publique territoriale, la FPT, avec également des arrêts longs qui sont de plus en plus nombreux. Un chiffre qui est intéressant, le taux d'absentéisme est de 9,6% en 2021 dans la FPT. C'est un chiffre qui provient d'une étude de l'assureur Reliance. Et c'est vrai qu'il est à comparer à 6,19% dans le privé, qui lui aussi est en augmentation. Alors c'est vrai que vous allez me dire, il y a un différentiel important, mais c'est vrai que quand on compare à des métiers du privé, du public, de la fonction publique territoriale à peu près équivalents, on voit que les chiffres quand même globalement se rapprochent. Donc le phénomène est assez général. Pour cette webconf, on se base en partie sur une étude de l'Observatoire de la MNT qui est parue il y a peu sur ce sujet de l'absentéisme, qui dresse un état des lieux assez complet dans la FPT et autre élément intéressant, qui donne la parole aux décideurs territoriaux. Alors, décideurs territoriaux, aussi bien les élus, les DGS, DGARH et DRH, également aux acteurs médicaux. Et c'est vrai que ça donne quelques éléments et notamment une grande différence de perception entre l'employeur, l'élu et on va dire les cadres dirigeants des collectivités. C'est vrai que pour les élus, le facteur d'absentéisme est en premier lieu la réduction des moyens financiers ou la hausse du coût de la vie en numéro 2. Donc on voit qu'il s'agit vraiment pour eux de causes avant tout budgétaires et économiques, donc des causes extérieures. Donc, ça explique quand même en grande partie le fait que la prévention primaire, dont on parlera aussi durant la webconférence, est si peu présente dans la fonction publique territoriale, à la différence du secteur privé. Et on verra que une des raisons, pas la seule, mais une des raisons, c'est le coût que ça représente pour l'employeur. Quelques explications de l'absentéisme que vous connaissez aussi, j'imagine. Effectivement, une pénibilité importante de très nombreux métiers. C'est 240 métiers de la FPT. On sait qu'une grosse partie, quand même, sont des métiers assez pénibles. Un allongement de la vie professionnelle, qui s'est encore un peu accru avec la réforme récente des retraites, un âge moyen qui est élevé, qui est de 46 ans, et 75% des agents de la FPT qui sont de catégorie C. Excusez-moi. Donc voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail. C'est vrai il y a pas mal d'autres chiffres. Donc ça, vous pouvez les trouver sur l'étude de la MNT. Je pense qu'elle est en ligne sur le site. C'est vrai que le but de notre webconférence, c'est de voir ce qu'il est possible de faire pour anticiper et préparer la reprise après un arrêt long. On verra également pourquoi il est aussi important d'essayer de maintenir le lien pendant l'arrêt, parce qu'on parle d'arrêts quand même qui peuvent être très très longs. Et il y a un certain nombre de tabous à lever sur le sujet, parce on voit qu'il y a un certain nombre
de personnes qui peuvent penser qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas le droit de contacter la personne durant son arrêt, ce qui n'est pas du tout le cas et qui est, et en plus est particulièrement nécessaire. Donc, vous connaissez sûrement le principe de nos webconférences interactives. Donc, vous pouvez dès à présent nous poser des questions. Donc, voilà, c'est tout simple. Vous pouvez utiliser la fenêtre questions qui est à droite en bas de votre écran, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a un onglet questions et voilà, vous l'utilisez. Donc, vous pouvez les poser dès à présent. Et moi, je les prendrai un peu au fil de notre webconférence. Je vous présente tout de suite nos trois intervenants que je remercie d'avance. Donc, tout d'abord, Emmanuel Rioualan, donc qui est DRH de la ville et de la métropole de Brest et qui est également membre de l'ANDRH-DT. Guillaume Gonon, directeur du pôle santé du centre de gestion 69, donc le centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon. Et troisième intervenante, la docteure Laetitia Paolaggi, vous êtes médecin généraliste, médecin conseil et également responsable du service médical de la MNT. Et notamment, vous travaillez depuis un certain nombre d'années avec le CDG 69. Ça, on en parlera plus dans le détail tout à l'heure. Donc, ce que je vous propose, c'est de donner tout de suite la parole à Emmanuel Rioualan. Non, on me dit qu'il y a peut-être un problème de connexion. Elle est avec nous, mais effectivement, le son ne passe pas. Donc, je donnerai la parole après. Donc, avec Guillaume Gonon, donc directeur du pôle santé du CDG 69. Alors, c'est un centre de gestion assez actif qui propose pas mal de services sur ce sujet aux collectivités adhérentes. Mais avant de demander à Guillaume Gonon de nous les décrire, peut-être faire un point sur cette fameuse prévention primaire qui est vraiment le parent pauvre dans la FPT. On voyait, je vous disais, par rapport aux élus qui ne privilégient pas, qui voient surtout un coût financier. Et donc, Guillaume Gonon a un constat quand même assez sévère parce que pour lui, c'est une question assez essentielle, fondamentale. C'est le point de départ, si je puis dire. Parce que avant de faire du curatif, vraiment le préventif est essentiel. Est-ce que Guillaume, vous m'entendez ? Oui, vous m'entendez ? Du coup, effectivement, nous, on a été auditionné dans le cadre de la préfiguration d'un fonds de prévention de l'usure professionnelle, puisque qui dit arrêt long dit usure professionnelle, dit souvent des agents qui se retrouvent en difficulté vis-à-vis de leur métier, en usure, avec des aménagements de poste, etc. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de véritable volonté, en fait, de s'engager dans des démarches de prévention primaire. Il y a une approche finalement, essentiellement curative de l'usure professionnelle. Donc là, nous, on a des services de médecine du travail, de médecine statutaire et de contrôle. On gère des contrats cadres d'assurance. Donc, on voit les chiffres se détériorer progressivement avec effectivement la crainte de l'effet ciseau que vous évoquiez, à la fois avec le vieillissement et le vieillissement de la population territoriale et puis l'allongement des carrières. Donc, la multiplication des arrêts longs et le manque d'investissement dans la prévention primaire, puisqu'il y a encore des collectivités qui ne s'acquittent pas de leurs obligations réglementaires. Donc notamment l'existence du document unique d'évaluation des risques professionnels, le PAPRIPACT, qui est, on va dire, l'animation de ce document unique, l'animation annuelle avec des plans d'action qui visent l'amélioration des conditions de travail. Aujourd'hui, on est essentiellement dans du constat finalement de l'usure et des arrêts qui se multiplient, avec une médecine du travail qui va préconiser des études de poste, des aménagements, qui sont d'ailleurs souvent mal acceptés par les employeurs et les collectifs de travail. On a les conventions avec le FIPHFP sur le volet maintien dans l'emploi, c'est pareil, avec des signalements. Il y a des dispositifs statutaires comme la préparation, les périodes préparatoires au reclassement, avec la médecine agréée, les instances médicales qui gèrent les expertises, les fins de carrière. Mais du coup, on est toujours dans cette logique de curative et très peu finalement de... Excusez-moi, je vous interromps, mais le constat a toujours été vrai ou il s'est aggravé ces dernières années ? En tout cas, il s'est aggravé parce que déjà, il y a de plus en plus de difficultés à recruter des personnels compétents
notamment en matière de ressources humaines. Les gestionnaires de ressources humaines dans les collectivités de taille petite et moyenne sont je dirais, sont une denrée rare. Et puis, du coup, les assistants de prévention et conseillers de prévention aussi sont souvent des agents qui sont pas à temps plein sur ces missions-là. Et du coup, il y en a de moins en moins également. Donc, c'est d'où la difficulté, en fait, de mettre en place des actions. Donc ça, c'est un constat. Moi, je compare souvent au handicap, c'est-à-dire qu'avant la loi de 2005 sur le handicap, ben, c'est pareil, il y avait toujours on va dire le constat qu'il n'y avait pas assez que les taux de recrutement de travailleurs handicapés n'étaient pas suffisants. Et finalement, c'est quand il y a eu cette loi qui a permis de créer le fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique, et avec des sanctions financières, que ça a pu changer les choses. Mais aujourd'hui, en tout cas, le constat, il est dommage. Hein. Enfin, je veux dire, c'est dommage de faire ce constat-là, mais du coup, malheureusement, on voit qu'il y a une approche curative avec aussi des aides publiques difficilement mobilisables. Le FNP a un fonctionnement relativement technocratique avec un manque d'opérationnalité, avec des projets qui sont complexes, des financements qui sont complexes à mobiliser. Donc du coup, voilà, hein, je pense qu'il faut faire des propositions et trouver des solutions pour améliorer cette situation. Et peu doté, le FNP, je crois, en plus. Hein. Pardon ? Peu doté financièrement. Oui, peu doté financièrement, moins de 15 millions d'euros, et encore des sous-consommation de crédit. Donc du coup, c'est vrai que c'est dommage, quoi. Il faudrait mettre beaucoup plus d'argent dans la prévention primaire avec l'appui des centres de gestion, comme ça peut être le cas dans le cadre des conventions FIPH-FP, où des actions peuvent être déployées localement et non avoir une gestion centralisée, on va dire, de la prévention. Et si vous me passez l'expression, de la part des employeurs, c'est un mauvais calcul. Parce qu'on voit que voilà, ils voient le coût de prime abord que ça représente, mais le coût induit est en réalité bien plus important. Oui. Bah après, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que s'il y a des absences dans un service, la charge de travail se reporte sur les autres agents. On fonctionne en mode dégradé. Et puis derrière, le mode dégradé fait qu'il va y avoir de nouveaux arrêts, et au final, ça va se détériorer encore plus. Donc, c'est vraiment pas un cercle vertueux. Donc, la logique serait d'investir massivement dans la prévention primaire justement pour essayer de rompre en fait cette spirale de l'échec, entre guillemets. Et ça, il faut vraiment que les employeurs en prennent conscience. Dans le privé, par exemple, au PPBTP, tout ce qui est bâtiment, il y a vraiment une volonté. Il y a eu des volontés d'investir massivement dans la prévention primaire, parce que les employeurs se sont rendus compte que c'était dans leur intérêt. Mais pour les employeurs territoriaux, c'est vrai qu'il n'y a pas de budget dédié à la prévention, tout ça est flou. Il y a un peu de budget par exemple, des EPI, un peu de formation, mais il n'y a pas on va dire, de réflexion et de stratégie en matière de prévention primaire. En tout cas, dans les petites et moyennes collectivités, c'est très peu répandu, quoi. Dans les grosses, peut-être beaucoup plus, comme pourra le présenter Madame. Et selon vous, le modèle qui pourrait être intéressant, c'est comme pour le handicap, les conventions avec le FIPH et FP, qui, effectivement, là, il y a des sanctions financières, que vous disiez tout à l'heure, et de traiter, de pas faire que du curatif, d'avoir du préventif dans ces conventions. Et on voit surtout que on peut être dubitatif au début, mais ça fonctionne bien, ces conventions. Oui, les conventions, notamment, les grosses collectivités peuvent avoir leur propre convention avec le FIPH, et pour toutes les collectivités affiliées au centre de gestion, donc les moins de 350, effectivement, c'est par l'intermédiaire du centre de gestion et de ses experts que des actions peuvent être engagées sur les différents axes des conventions FIPH-FP. Donc, ça va être le développement de l'apprentissage, la sensibilisation, le recrutement. Et nous, c'est ce qu'on a proposé dans le cadre de le fonds de prévention de l'usure professionnelle, d'avoir le même logique, de dire, les petites collectivités n'ont pas forcément l'expertise pour déployer des plans de prévention ambitieux. Donc, les centres de gestion peuvent les accompagner avec leurs conseillers en prévention, leurs experts, sur la mise en place du DU, la mise en place d'actions, des diagnostics TMS, des plans d'action sur les RPS, etc. Identifier les risques prépondérants, parce qu'on est toujours sur la logique du 80-20, on va dire. Et essayer d'identifier les risques qui correspondent à 80% de l'absentéisme. Et du coup, ça, l'analyse systématique des accidents de travail, le financement de matériel ergonomique, toutes ces actions, nous, c'est des actions qu'on a proposées qui pourraient être accompagnées par les CDG à condition qu'il y ait des financements nationaux qui soient
très facilement mobilisables, puisque effectivement, ça a un coût. Mais en même temps, je dirais que nous, on a toujours la logique, en tout cas au centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon, de responsabiliser à la fois les employeurs sur leurs obligations en matière de prévention et de responsabiliser aussi les agents dans les arrêts longs, puisqu'on est un des premiers centres de gestion à avoir développé un service de médecine statutaire et de contrôle. Il y a le double volet, on va dire l'agent qui se trouve dans un tunnel d'absence en arrêt long. À un moment donné, il faut aussi qu'il y ait le retour à l'emploi, qui puisse s'organiser dans les meilleures conditions. Je pense qu'on en parlera par la suite. Du coup, voilà, prévention primaire, mais aussi responsabilisation des agents. C'est le travail qui est conduit aussi avec la MNT quand la prévoyance se déclenche, c'est-à-dire que quand l'agent a été absent déjà 90 jours en maladie ordinaire ou plus d'1 an en longue maladie. Avant de nous donner peut-être quelques exemples des différentes actions que vous avez au niveau du CDG 69. La première question que je vous avais posée, petite question sondage. Bon, c'est pas une surprise, mais c'est vrai que le chiffre est assez massif. Je vous rappelle la question. Constatez-vous dans votre collectivité une augmentation des arrêts longs? Et oui, à 85%. Donc, je pense pas que ça vous surprenne totalement. C'est vrai que c'est quand même l'ampleur du 85% qui est quand même assez symptomatique. Guillaume Gonon, je vous redonne la parole peut-être pour écrire comme ça en quelques mots ce que vous proposez dans le CDG 69. Là, on est maintenant sur le curatif dans les différents services du CDG. Oui, nous, on propose à la fois effectivement des aspects curatifs sur la médecine préventive, la médecine de contrôle également, ou des actions dans le cadre, mais ça peut-être que Laetitia Paolaggi en parlera, identifier, essayer on va dire, de s'associer à la MNT dans le cadre de la prévoyance pour copiloter le risque et identifier vraiment précisément les situations individuelles pour lesquelles peuvent être proposées des actions. C'est-à-dire les agents qui sont éligibles à la prévoyance, voir qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour sur le plan de l'accompagnement, que ce soit médical, que ce soit sportif, de l'activité physique adaptée, enfin voilà, quelles sont les solutions pour favoriser un retour à l'emploi. Il y a aussi le lien avec l'employeur, donc ça, avec notre service de médecine de contrôle, c'est à travers les expertises, effectivement, les agents rencontrent le médecin de contrôle et il peut y avoir une réflexion et comprendre pourquoi l'agent est arrêté, lui offrir une écoute, et ça c'est très important, pour qu'il puisse éventuellement retisser le lien avec son employeur pour que l'arrêt puisse qu'on puisse envisager un retour à l'issue de l'arrêt ou un retour prématuré. On va dire que nous, on constate qu'il y a très peu, entre guillemets, de fraudeurs. Dire les agents en arrêt sont des agents qui profitent du système. Dans la plupart des cas, c'est pas vrai. Mais par contre, le fait de les recevoir en entretien… Il y a des chiffres en plus là-dessus qui l'attestent. Oui. Les arrêts injustifiés, c'est très très faible. Je crois que c'est 6% dans le secteur public. Même pas, c'est de l'ordre de 1 à 2%, les arrêts vraiment injustifiés où les agents abusent du système. Mais après, ça peut être des agents qui ont des problématiques avec leur manager, voilà, et du coup des arrêts qui se prolongent. Donc là, c'est trouver des solutions pour remotiver l'agent et essayer de lui dire il faut reprendre contact avec votre employeur. Ça peut être aussi par le biais effectivement du temps partiel thérapeutique, une reprise partielle. Et puis on le verra, enfin je pense que vous allez en parler aussi, tous les entretiens de retour et comment le retour va être organisé. Je dirais qu'il y a à la fois pendant l'arrêt, c'est arriver à reprendre le contact, et puis après l'arrêt, bien sûr, arriver à réintégrer l'agent dans de bonnes conditions. Mais ça passe par pendant l'arrêt. De toute façon, il faut réussir à retisser le lien parce que sinon c'est des tunnels d'absence et ça s'arrête. Nous, on constate que 30% des agents qui viennent, enfin qui sont vus dans le cadre de la médecine de contrôle, reprennent à l'issue de l'arrêt. Donc ça, c'est très positif parce que du coup, effectivement, c'est aussi il n'y a pas d'arrêt qui se prolonge ad vitam aeternam, donc ça c'est important. C'est important aussi que les collectivités développent une stratégie sur les arrêts, le contrôle des arrêts, se dire est-ce qu'au bout d'un mois on contrôle systématiquement les agents ou pas. Voilà, c'est des contextes à chaque fois personnalisés, mais en tout cas c'est une réflexion à avoir sur la stratégie RH sur ces sujets-là.
Merci pour votre témoignage, on reviendra. On va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'on commence à avoir pas mal de questions et c'est intéressant d'avoir aussi le temps de les traiter. Docteur Laetitia Paolacci, je disais que vous étiez notamment responsable du service médical de la MNT. À ce titre, vous travaillez depuis une dizaine d'années avec le CDG 69, donc peut-être prolonger certains propos de Guillaume Gonon. Et notamment sur le constat, quand on a échangé, vous m'avez parlé d'un constat quand même actuel très inquiétant vous parliez même d'explosion des absences et même des mises en disponibilité. Donc il y a un contexte qui appelle à des mesures d'urgence, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Alors déjà, je voulais rebondir sur ce que disait Guillaume Gonon. Donc, il est vrai que il faut essayer d'agir avant l'arrêt de travail. Et certes, les employeurs ont une part, mais je crois qu'il faut également que les agents comprennent que eux aussi, il faut qu'ils aient une proactivité dans toute leur carrière et envisager presque même à l'embauche que peut-être ce ne sera pas la même carrière qu'ils auront tout au long de leur vie. Alors ça veut dire que moi je les encourage en tant que médecin vis-à-vis de mes patients, mais c'est valable aussi pour la fonction publique territoriale, que quand vous entrez dans un job particulier, ne pas éventuellement se couper d'éventuelles formations, même si c'est pas dans le domaine exact de ce qu'on fait, pour envisager le futur et essayer une reconversion si besoin ou des aménagements avant même qu'on ait besoin d'un arrêt de travail. Le plus en amont possible, si je puis dire. Parce que voilà, là, le plus en amont possible. Avec l'entretien d'embauche. Mais pourquoi pas Pourquoi pas, mais c'était pour rebondir avec ce que disait Guillaume sur oui, il faut absolument qu'ils soient proactifs tout au long de leur vie. Alors maintenant, il est évident qu'à la MNT, nous n'intervenons qu'en prévoyance, c'est-à-dire au bout de à partir du demi-traitement, qui est 3 mois en maladie ordinaire, 1 an en longue maladie et 3 ans en congé de longue durée. Nous, ce que nous essayons toujours, c'est de mettre l'agent au centre du dispositif. Donc, alors, nous leur demandons de fournir des éléments médicaux. Donc, c'est un contrôle de leur arrêt de travail, mais ce n'est pas un contrôle négatif, c'est quelque chose de positif, puisque par ces contrôles, par le savoir de ce qui leur arrive, on peut mettre en place des accompagnements et ces accompagnements leur permettent éventuellement de mieux guérir et de mieux appréhender la reprise de travail. Donc, effectivement, nous avons différents panel d'outils que nous pouvons leur proposer et nous les suivons tout au long de leur arrêt de travail pour les remettre dans une position, en fonction de leur nouvel état de santé, au travail dans les meilleures conditions possibles et de façon pérenne. Si on peut. Je prends déjà une première question. Emmanuel Riwallon, vous inquiétez pas, je vous oublie pas, mais parce que je parlais tout à l'heure d'un tabou sur le fait de cette prise de contact durant l'arrêt. Et il y a une question, on voit qu'il y a quand même une inquiétude sur la faisabilité ou pas, et quel est le fondement juridique de la prise de contact de l'employeur au sens large du terme, pendant l'arrêt maladie. Donc, vous voyez, il y a quand même cette inquiétude de dire, oui, on nous dit on peut le faire, mais est-ce que c'est vraiment fondé? Je peux me référer à un texte juridique? Je ne sais pas qui veut répondre là-dessus. Je ne crois pas qu'il y ait spécialement de texte juridique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui l'interdit, en tout cas. Mais souvent, la prise de contact peut se faire par courrier, notamment la MNT, c'est ce que la MNT propose, ou c'est ce qu'on conseille nous aux employeurs, c'est déjà un premier contact par courrier, pour pas être trop intrusif, je dirais, auprès de l'agent. C'est-à-dire que on peut imaginer, s'il y a de bons rapports avec l'agent, il peut y avoir aussi une prise de contact téléphonique, pourquoi pas, à condition d'avoir ses coordonnées effectivement personnelles. Mais le contact, il peut se faire très bien par mail ou encore une fois, si on a son mail personnel, parce que. Mais le courrier reste le médium, je trouve, le plus facile, en tout cas, et le moins intrusif pour déjà reprendre un contact. Et après, bien sûr, ça appelle une réponse de l'agent et une mise en contact plus directe avec lui pour évoquer sa situation et le plan d'action qui pourrait être engagé.
Tout à fait. De même qu'un agent en arrêt de travail a tout à fait le droit de solliciter ses ressources humaines, voire le médecin du travail. Hein. Ça, c'est absolument pas interdit. C'est même conseillé. Et nous, on propose également, effectivement, que ce soit, pourquoi pas l'assistante sociale, s'il y a une assistante sociale qui peut rentrer dans le jeu et qui peut recréer le lien, parce que souvent, les agents qui peuvent tomber, par exemple, à demi-traitement, s'ils n'ont pas justement de prévoyance, ben, ça peut être complexe pour eux. Ils peuvent se retrouver dans des situations difficiles. Les collectivités, parfois aussi, au bout d'un certain temps d'absence, ben, il y a une baisse du régime indemnitaire. Du coup, l'agent peut se retrouver dans des difficultés. Donc, ça peut être aussi une façon de rentrer en contact avec lui que de diligenter une enquête un petit peu sociale pour voir s'il a des besoins par rapport à ça. Emmanuel Rioualan, donc DRH de la ville et la métropole de Brest. C'est vrai qu'on a eu quelques soucis contactés, mais on va vous entendre et vous nous entendez, donc c'est l'essentiel. Vous, effectivement, vous avez une politique effectivement importante vis-à-vis de ces arrêts longs. Pour vous, c'est important. Donc, plusieurs actions mises en place, et notamment c'est ce que vous appelez des réunions collectives. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Et peut-être avant ça, vous faire réagir, je pense, sur le chiffre de notre mini-sondage. C'est pas une surprise, mais est-ce que le nombre de collectivités qui disent constater une augmentation des arrêts longs, 85%, est-ce que l'ampleur de ce chiffre vous surprend ou pas du tout? Bah, malheureusement, je dirais bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Parfaitement, parfaitement. Pour ces désagréments techniques indépendants de ma volonté. Oui, moi, ce chiffre ne me surprend pas, mais j'imagine comme bon nombre de nos collègues, à la fois en lien avec la durée d'allongement des carrières. Je ne vais pas retourner le couteau dans la plaie de la réforme des retraites, mais de fait, c'est sans doute aussi quelque chose qui va aller en s'accroissant. Et les pathologies qui sont en effet présentes, qui nous amènent, et je rejoins ce que disaient nos interlocuteurs tout à l'heure, à agir le plus en amont possible. Hein. Sur le volet prévention, vous évoquiez, c'est vrai, l'idée de venir dire aux agents qu'ils ne feront pas tout cela toute leur vie finalement. Un métier, par exemple, qui est pénible physiquement. Je pense aux élagueurs, je pense aux reapers, pour ne citer que, il y en a nombre. Mais il est vrai que, par exemple, je sais que nos collègues de Quimper ont mis en place aussi un dispositif particulier vis-à-vis des élagueurs, avec dès l'entretien en fait de recrutement, un entretien avec la RH venant ouvrir les yeux de tout chacun sur le fait qu'il fallait préserver son santé, et donc dans ce cadre-là, accepter l'idée même qu'on ne ferait pas ce métier-là toute sa vie et construire un parcours de formation adossé finalement à ce déroulement de carrière, même dès le début de carrière. Donc certains d'entre vous, j'imagine, dans les collectivités, ont pu le faire, hein, expérimenter cela. C'est la même chose comme je le conseille. Il ne suffit pas de voir grand, parce que c'est vrai qu'on peut être impressionné en se disant non, mais alors là, moi, je n'ai pas les moyens RH pour pouvoir le faire. Expérimenter les choses dans vos collectivités, sur des métiers peut-être dont on voit que la pénibilité physique notamment est prégnante. Et voyez comment les choses se déroulent pour pouvoir ensuite créer des effets boule de neige vertueux, si je peux dire. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc en fait, ça ne me surprend pas. Et pour répondre à votre question là, et puis sur les dispositifs qu'on a pu mettre en place. Alors en effet, vous l'évoquiez hein, tout à l'heure, et je rejoins M. Gonon quand il dit bah oui, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Pas un texte chaque fois qu'on lève le petit doigt, c'est vrai que sinon on manquerait d'agilité, de souplesse qui fait la caractéristique de nos collectivités. Donc nous, c'est vrai qu'on lève ce tabou-là, c'est plus une autocensure hein, de la part des managers, parfois en disant pas le prix. Donc, c'est lever plutôt une forme d'autocensure auprès des uns et des autres, en venant dire que c'est non seulement c'est mais c'est plutôt souvent bien accueilli de la part des agents qui se sentent isolés. Hein. Nous, on a pu faire des petits sondages auprès des uns et des autres avant la mise en place du dispositif et qui mettaient en lumière que la majorité se sentait vraiment trop isolé et à l'écart finalement. Donc, ce qui nous a poussé à mettre en place le dispositif que je vais vous présenter. Je fais un peu de teasing. Donc, réussi. Un dispositif qui vise à la fois les agents et les managers.
Alors, on prévoit des réunions collectives 2 fois par an pour les agents en arrêt long. Alors, ce qu'on dit long, c'est à partir de 3 mois hein, quand même. On prévoit ces réunions collectives. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu finalement chacun pouvait être plus ou moins à l'aise avec l'idée de pouvoir échanger avec la DRH. Alors, on va vers les agents, on peut avoir des entretiens individuels, mais l'avantage d'une réunion collective, c'est de pouvoir partager aussi avec d'autres collègues des préoccupations qui sont communes. C'est pouvoir finalement se servir d'un collègue comme un porte-parole, celui qui n'ose pas prendre le micro pour évoquer une problématique, eh bien, peut tout à fait se retrouver dans une sera posée par d'autres collègues. Et au cours de ces réunions-là, c'est à la fois c'est une réunion qui associe le service de prévention de l'amélioration du travail, donc la DRH, les travailleurs sociaux, la psychologue du travail, et les agents qui peuvent venir avec leurs conjoints parce que des difficultés aussi de déplacement, des choses comme ça. Donc, de même un peu parfois d'acceptation de certaines choses ou pouvoir entendre ce qui peut être dit. Donc, ils préfèrent être accompagnés. On laisse la liberté aux uns et aux autres de venir dans ce contexte-là. Évidemment, vous l'aurez compris, ce ne sont pas des problématiques individuelles qui sont abordées. Mais à travers peut-être une interpellation, on va pouvoir en faire aussi un cas plus général, plus transversal. Et donc, on fait une présentation autour des droits des agents, des droits et obligations, bien sûr, hein, mais aussi des perspectives sur la reprise, les possibilités qui s'offrent aux collègues en termes de temps partiel thérapeutique, en termes d'aménagement de poste, autant de mesures qu'on donne à voir qui peuvent nous paraître toujours évidentes quand on travaille en RH de courant temps, mais pas du tout. Et en fait, les collègues sont vraiment preneurs de ce type de réunion collégiale où ils ont une variété d'interlocuteurs. Comme je le disais, ça va de la collègue travailleuse sociale à la collègue qui est en charge des longues absences. Et donc, on a un temps d'échange collégial à la suite duquel eh bien, il peut y avoir aussi des questionnements individuels auxquels nous répondons en fin d'instance. Donc ça, c'est le premier aspect. On a aussi des réunions collectives avec les managers, c'est-à-dire on leur propose de les rassembler et de pouvoir évoquer aussi les situations des agents, les problématiques qui peuvent se présenter. Et encore une fois, des tabous. Parce que c'est vrai, beaucoup d'entre eux nous disent oh, non, mais moi je vais être maladroit dans la façon dont je pose les choses. Alors en effet, il y a des questions à ne pas poser quand on prend contact avec les collègues sur, par exemple, la durée prévisible de l'arrêt, sur la surcharge occasionnée par l'absence du collègue. Évidemment, ce type de choses sont à proscrire, mais de la même façon qu'il y a des bonnes idées aussi à glaner de la part des expériences des uns et des autres. Donc, et avant même d'être maladroit, certains pensent qu'ils ne peuvent pas le faire, je pense aussi. Ça revient régulièrement, ça aussi. C'est ce que j'évoquais quand je parlais des managers. Hein. On est vraiment dans cette idée-là et justement en organisant une réunion à leur intention, puisqu'on identifie les agents de leur direction qui sont en absence. Donc alors c'est soit, ça peut être à partir de 15 jours, là on les réunit, puisqu'on a aussi des agents qui peuvent pas forcément être sur des absences longues, mais répétées. Quand on a plus de 5 arrêts dans l'année, c'est un facteur de risque identifié pour nous et c'est l'occasion pour nous d'associer le manager et dans ce cadre-là, qu'il fasse partie prenante du dispositif. C'est-à-dire qu'il n'est pas uniquement dans le cadre d'un de reprise, on va y venir, hein, mais pendant l'arrêt, comment il va être partie prenante du dispositif? Il y a notre réunion collégiale pour les agents et on va l'inviter donc à prendre régulièrement des nouvelles auprès de l'agent, si tant est bien sûr que l'agent l'accepte, encore une fois, c'est sur la base du volontariat, on insiste bien là-dessus, hein, et en évitant les fameux faux pas que j'évoquais tout à l'heure, de façon à ménager les susceptibilités et puis pas faire culpabiliser l'agent, c'est aussi très important. Et en même temps, de lui permettre de garder un pied à l'étrier et envisager la reprise plus sereinement. Parce qu'il y a beaucoup aussi d'appréhension là-dessus et on peut le comprendre. Le monde bouge, tourne quand on n'est pas là, les organisations évoluent. Ne serait-ce que les collègues, il y a de nouveaux collègues dans l'équipe et autres. Donc c'est vrai, tenir informé le collègue absent de ces évolutions-là permet de tisser un lien qui va perdurer jusqu'à la reprise. Et c'est ce passage de témoin qui petit à petit va s'opérer. Et enfin, pour finir par le dispositif de préparation d'un entretien de reprise qui se fait aussi en partenariat avec la DRH et qui permet donc aux collègues de pouvoir envisager les aménagements de poste dont il aura besoin,
éventuellement, dans le cadre du justement temps partiel thérapeutique, tous les dispositifs qui pourront être mis en œuvre pour faciliter sa reprise et éviter une rechute. Parce qu'on sait, on a beaucoup de collègues, s'ils reprennent dans les conditions dans lesquelles ils ont quitté la collectivité, les risques de rechute sont très importants. On en parlera sans doute peut-être tout à l'heure, mais il y a aussi des partenariats. Et puis avec des affections de longue durée, on le sait, les séquelles, les conséquences peuvent être sur plusieurs années. Donc ça suppose aussi d'intégrer ces paramètres-là et de les prendre en compte dans le cadre des aménagements de poste et de pouvoir aussi accompagner l'agent dans cette perspective-là et donc faciliter son retour au travail. Merci. Effectivement, c'est intéressant aussi de vraiment avoir une action de sensibilisation. Alors, je sais pas si on peut dire même formation des encadrants, qui effectivement, on en a vraiment, je pense, plus d'une fois vraiment besoin. Je reprends une question qui est assez précise. Alors, je dirais pas qu'il y a une certaine inquiétude, mais on sent qu'on veut être carré, hein, pas faire de bêtises. À partir de quelle durée d'arrêt est-il conseillé de prendre contact avec l'agent pour un échange? Et qui poursuit sa question avec, et à partir de quelle durée est-il conseillé de solliciter une visite de contrôle avant les 6 mois réglementaires? C'est difficile, j'imagine, parce que c'est du cas par cas aussi. Alors, pour vous dire les choses, nous, on a mis en place le dispositif là, dont je vous parlais. On l'a présenté devant la F3SCT, donc le ex-CHSCT, ce qui a permis aussi d'asseoir les choses collégialement. Ça fait l'objet de débats, de concertations avec les représentants du personnel. Donc, ça donne un cadre qui aussi pose une certaine légitimité auprès pour les managers, auprès des agents. Donc, dans ce cadre-là, je vous le disais tout à l'heure, dès que c'est supérieur à 15 jours, on conseille à l'encadrant en fait de prendre contact au cours du premier mois de l'arrêt de travail. De pas tarder. Voilà, de pas tarder, de garder là. C'est aussi, encore une fois, sous réserve d'acceptation, c'est aussi de la considération, du respect, de la reconnaissance aussi vis-à-vis de l'agent et les retours qu'on en a. Évidemment, on a sondé les intéressés, sont vraiment majoritairement positifs. Sinon, de toute façon, ils ne répondent pas et c'est pas un sujet. On va s'attarder à ce qui fonctionne bien et en la matière, même sur un arrêt supérieur à 15 jours, c'est déjà apprécié. Et par exemple, si on a un arrêt supérieur à 2 mois, l'idée, c'est d'avoir un appel qui va être tous les 2 mois. C'est pas la peine non plus, on va pas harceler au téléphone, mais au moins garder ce lien régulièrement avec l'agence, c'est important. Donc, on va, vous voyez, ajuster le curseur en fonction de la durée de l'arrêt. Il est fait référence à la visite de contrôle. Alors peut-être un mot de Guillaume Gonon et Laetitia Paolacci, parce que on sait que déjà le mot, il y a le mot contrôle, donc bon, ça peut un peu inquiéter, ça peut faire, je dirais même un peu flicage, alors que cette visite de contrôle, elle peut être essentielle. Hein. Oui, tout à fait. Après, je rejoins, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir une analyse fine de son absentéisme, si possible. Oui. C'est-à-dire de dire aussi la fréquence des arrêts, par exemple. Oui. Est-ce que des agents sont amenés à avoir des arrêts perlés? Donc ça peut, il faut être, on va dire, et c'était notamment l'objet là du colloque de la MNT, c'est à l'écoute aussi des signaux faibles avant que l'arrêt devienne long. C'est aussi avoir une logique d'anticipation, effectivement, former les managers à l'écoute des signaux faibles pour se dire, est-ce qu'il ne faut pas que je reçoive l'agent pour voir s'il y a un problème et voir aussi comment éviter justement que l'agent se mette en arrêt long. Mais lorsque l'arrêt c'est trop cool sur cet aspect, effectivement. Ouais. Lorsque l'arrêt est présent, là je dirais que c'est au choix des employeurs. Il y a des employeurs qui veulent pas faire des contrôles systématiques. Donc en fait, ils font des contrôles quand ils ont un doute pour se dire oui, je l'envoie au CDG, sachant qu'on n'est jamais sur des contrôles à domicile, par exemple, comme ça peut être pratiqué dans le privé. On n'est pas sur du contrôle, je dirais flicage. On est vraiment plutôt sur une reprise de contact avec l'agent, comprendre si l'arrêt est justifié et pouvoir éventuellement le responsabiliser si c'est pas le cas, ou essayer de trouver les bons arguments pour qu'il y ait une reprise à l'issue de l'arrêt. Voilà, c'est ça en fait le but du contrôle. Donc ça, évidemment, à mon avis, il faut le faire largement avant l'obligation des 6 mois, quoi. Il faut que ce soit après, parfois, les collectivités ont connaissance, alors même s'ils n'ont pas le droit, ils ont quand même connaissance de la pathologie suivant le certificat médical et je dirais le professionnel de santé qui a vu l'agent.
Malheureusement, si l'agent, on sait qu'il a un cancer, on va pas aller le contrôler, quoi. Enfin, ça sert à rien de le contrôler immédiatement. Donc, en fait, il y a aussi un discernement à avoir de la part des services RH. Si par hasard, enfin, s'ils peuvent avoir quand même accès à l'information, et c'est souvent le cas, ils nous le disent, ben dans ce cas-là, je dirais qu'il y a un tri aussi à effectuer sur les pathologies de longue durée, où effectivement, on ne va pas contrôler l'agent au bout d'un mois. En revanche, sinon, après, il peut y avoir une logique de contrôle qui s'installe en ayant cette logique de communication, de pédagogie aussi sur le contrôle, parce que c'est avant tout un contrôle un contrôle pédagogique de responsabilisation de l'agent, si c'est le cas, mais bien on va dire dans 70% des cas, il n'y a pas de reprise prévisible à l'issue d'un contrôle. Alors, si vous permettez, je nuancerai un petit peu les propos en disant que il faut effectivement que le contrôle soit perçu comme un accompagnement. Et pour reprendre l'exemple du cancer, il peut même y avoir des gens qui sont contrôlés parce que accompagnés pendant leur cancer et pendant le traitement. Et je donne un exemple, on a de plus en plus de patients qui, alors même qu'ils ont une radiothérapie, reprennent le travail à temps partiel ou par exemple sur des CLM fractionnés, pour éventuellement se remettre suite dans une dynamique positive et pas se dire je suis un bon à rien cancéreux à la maison à attendre mon traitement. Donc, en fait, je suis entièrement d'accord avec ce que vous disiez. Il ne faut pas que le contrôle soit perçu comme quelque chose de négatif. Le contrôle, c'est un lien, c'est un accompagnement, c'est des anticipations, c'est des actions curatives qui doivent avoir lieu tout au long on va dire, de la pathologie de l'arrêt de travail et qui du coup permet d'anticiper, de mieux se projeter. Et à la MNT, c'est ce qu'on essaye de faire en maintenant toujours l'agent au centre vraiment du dispositif. C'est-à-dire que tous les autres protagonistes, que ce soit le médecin conseil de la MNT, le médecin du travail, l'assistante sociale, l'ergothérapeute, toutes les personnes éventuellement de la cellule maintien dans l'emploi avec lequel on peut se mettre en contact dans le respect du secret professionnel, médical, peuvent intervenir pour justement encourager la personne. Mais on essaye vraiment au travers des courriers qu'on adresse à l'agent sur la base des éléments qu'il nous fournit, parce que souvent nous avons beaucoup d'agents qui nous disent j'aimerais bien reprendre, mais compte tenu de ce que je connais, je pense qu'il faudrait que j'ai un aménagement de poste en reclassement, et c'est à ce moment-là qu'on les encourage à se mettre en contact avec les ressources humaines et médecins du travail pour préparer au mieux le retour, alors même qu'ils sont encore en arrêt, puisque il y a parfois des aménagements ou des reclassements qui demandent un petit peu de temps, et ça permet d'anticiper les choses, surtout que malheureusement, parfois, on a une certaine lourdeur, des conseils médicaux, des retards qu'il faut anticiper aussi. Je reprends quelques questions parce que je vous avoue, elles sont particulièrement nombreuses. Alors, une, peut-être juste un témoignage, et ça rejoint un peu ce que disait Guillaume Gonon au début de la webconférence. En tant qu'agent de prévention, j'ai une demi-matinée par semaine consacrée à la prévention des risques professionnels. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de réponse. Ça montre quand même très peu de moyens. Une question assez intéressante parce qu'effectivement, c'est questions qui reviennent souvent de petites collectivités et de moyens RH quand même beaucoup plus réduits. Je suis dans une petite commune de 2500 habitants. Il est impossible de proposer d'autres postes à un agent technique qui est en arrêt pour problème de dos et de trouver des solutions. Ça, c'est le type de témoignage qu'on entend très souvent. Est-ce qu'il est difficile de donner une réponse en tant que telle, mais oui, là, la difficulté, c'est les transitions professionnelles, c'est ce qu'évoquait Laetitia Paolaggi, c'est est-ce que l'agent a eu la possibilité de développer l'employabilité, c'est-à-dire est-ce qu'il est employable sur d'autres métiers, est-ce qu'il a d'autres cordes à son arc dans ce cas-là, il peut y avoir envisager un reclassement externe, mais c'est toujours difficile pour un agent qui est affecté d'être reclassé à l'extérieur. Il aura beaucoup de difficultés à trouver un poste. Alors nous, au centre de gestion, comme dans plusieurs centres de gestion, on propose des dispositifs de reconversion, mais il faut déjà que l'agent ait été déclaré inapte à toute fonction. C'est donc la période préalable de toute fonction de son grade. Donc là, c'est la période préparatoire au reclassement. Et si c'est pas le cas, il faut aussi qu'il ait l'employabilité. C'est-à-dire que pour rentrer dans un dispositif de reconversion, il faut qu'il soit capable
même s'il n'a pas les connaissances, qu'il ait le potentiel pour les acquérir. C'est pas forcément le cas de tous les agents. Donc là, on en revient à la prévention primaire. C'est si on veut pas que les agents soient cassés sur leur poste, sans perspective d'emploi, je dirais, de reconversion, parce que soit ils n'ont pas l'employabilité, soit c'est trop tard, quoi. Dès qu'on est dans le curatif, c'est trop tard. Donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué de reclasser un agent dans une petite collectivité qui se retrouve inapte à son poste. Ça va déboucher sur une retraite pour invalidité dans de nombreux cas, quoi. Donc, on est dans l'impasse, on est dans l'échec. Il aurait fallu faire avant, effectivement, acheter le matériel pour pas qu'il soit cassé, prévoir je dirais, l'ergonomie de son poste pour faire en sorte qu'il ait pas trop on va dire, de contraintes physiques sur le poste. Enfin, c'est tout ça. Mais ça, souvent, c'est a posteriori qu'on regarde ces éléments-là et c'est déjà trop tard. Alors, dans la vie rêvée, il pourrait également y avoir des passerelles entre les fonctions publiques. Je pense que ce serait quelque chose d'intéressant, mais c'est encore un peu compliqué, je crois. Oui, un peu très compliqué. Ça s'est un petit peu amélioré, mais bon, les chiffres que je n'ai pas, mais sont pas très très favorables là-dessus. Une question, alors je pense peut-être à Emmanuel Rioualan, parce que ce que vous disiez par rapport à vos encadrants tout à l'heure, comment mieux accompagner des managers souvent démunis? Alors, est-ce que la question peut se comprendre de deux façons, de souvent démunis, de quoi faire par rapport à leurs agents, ou démunis, est-ce que ça veut dire aussi que eux sont des fois, je dirais peut-être pas, le mot est peut-être trop fort de dire en souffrance, mais que eux aussi sont, d'un point de vue plus personnel, dans une situation très compliquée, de par le contexte général actuel. Oui, alors une double réponse par rapport à ça. Alors la fameuse réunion dont je parlais, qui met en place des réunions pour les managers. Alors, ça peut être dans un premier temps s'il y a des problématiques personnelles, pour pouvoir le rencontrer tout seul, bien sûr, mais sinon, l'associer dans le cadre d'un collectif de travail, on se sent moins seul, moins démuni aussi quand on partage aussi les problèmes et qu'on s'aperçoit qu'ils sont évidemment le fait du collègue voisin ou autre. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, par ailleurs, nous, on a mis en place dans la collectivité un parcours en management. Alors, bien sûr, vous allez me dire, c'est peut-être l'apanage des plus grandes collectivités, mais je le cite quand même. Alors, ça n'a pas à voir directement avec notre sujet, mais c'est une façon ça a des vertus aussi parce qu'en fait, c'est un parcours de 3 fois 2 jours qui est en intra. Donc, c'est les agents, les managers de la collectivité A, B ou C, les 3 catégories. Tous les encadrants doivent suivre ce parcours-là. Et c'est à la fois un parcours qui se veut sur le management heureux, parce que oui, le management, ça peut être aussi quelque chose d'heureux, mais aussi le management dans la difficulté. Alors, à travers la difficulté, il y a la gestion de conflits, il y a ce genre de choses qu'on connaît tous, mais il y a aussi ce type de situation auquel on ne pense pas spontanément quand on devient manager et pour autant, et comme on le disait tout à l'heure, qui se multiplient avec des affections longue durée qui touchent des collègues de plus en plus jeunes aussi. Et qui sont en activité et donc on se doit d'accompagner. Donc avoir ce parcours en management associé à des réunions, par exemple ponctuelles organisées par la DRH, permet de se sentir moins démunis et de pouvoir aussi doter nos collègues managers en cas d'une boîte à outils qui va leur permettre de pouvoir déjà avoir connaissance de ce qui existe à l'échelle de la collectivité et s'entourer aussi de conseils de pairs. Pourquoi on a fait ce parcours en intra ? C'est parce qu'en effet, comme on le dit souvent, la DRH ne peut pas tout et puis on n'a pas de magique. Mais en revanche, l'entraide, la solidarité aussi entre pairs peut avoir un impact très fort. Et puis selon les affinités, tu m'as parlé de telle situation, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? Et les liens se nouent comme ça et ça permet de dénouer précisément des situations compliquées ou de relativiser finalement ce qui nous arrive en s'inspirant, capitalisant à partir d'une expérience d'un autre collègue. Donc voilà les civilisations que je peux faire et qui sont applicables là pour des plus petites collectivités aussi comme des plus grandes. Tout à l'heure, vous évoquiez toujours cette inquiétude d'être un peu maladroit dans les questions qu'on va poser. Et là, justement, on a une question très précise, ce qui prouve que vraiment il y a une inquiétude justement d'être, pour revenir à ce que je disais à l'instant, d'être maladroit. Avez-vous, même la personne dit même des listes de questions à ne pas poser ou à poser,
des listes, on n'a pas le temps de le faire, mais on va se limiter peut-être à quelques questions à poser ou à pas poser, afin d'éviter les faux pas. Vous voyez, c'est pas la première question qu'on a. On sent quand même un fond, un peu d'inquiétude, peut-être l'envie de bien faire, mais et le risque de se dire, je préfère rien faire que d'être maladroit, de faire peut-être pire que si j'avais rien fait. Je sais pas si je suis clair dans ce que je vous dis. Une réaction justement. Alors peut-être c'est difficile de répondre parce que là il nous faudrait beaucoup plus de temps. Mais peut-être la question type à ne pas poser. Laetitia Paloggi, vous m'avez parlé aussi de choses précises. Oui. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas de question type qu'il ne faut pas envisager. Ça dépend vraiment de l'interlocuteur que l'on a. On parle beaucoup du manager qui doit garder le lien avec la personne en arrêt. Ça peut être quelqu'un d'autre que le manager. Ça peut être quelqu'un qui est défini avant même l'arrêt en expliquant à chaque personne que dans un service, si un jour tu as un problème, tu peux essayer on va dire, de nommer quelqu'un qui sera ta personne de confiance, ta personne de référence avec qui on pourra garder le lien. Ça peut tout à fait être le manager, hein, mais je crois que, à mon avis, il n'y a pas de question taboue. Ça dépend en fait des liens qu'il y a entre la personne en arrêt et la personne qui sera son référent pendant l'arrêt. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Alors maintenant, c'est peut-être plus facile puisque en tant que médecin, je pose des tas de questions à mes patients. Et je pense que c'est important de les poser. Mais pourquoi je peux les poser? Parce qu'il y a une relation de confiance. Donc, il faut qu'il y ait une personne de confiance qui soit nommée et qui soit en lien avec la personne. Et du coup, on peut poser toutes les questions. C'est mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, pour peut-être apporter mon éclairage à la collectivité, ce que je vous disais, qu'on a mis en place ce dispositif qu'on a partagé avec les représentants du personnel, donc sur lequel on a échangé. On voit, il n'en reste pas moins, et je vous rejoins, hein, il n'y a pas de bonne ou mauvaise question, mais il nous fallait aussi répondre aux préoccupations concrètes. Et là, pour le coup, en disant cela, parfois les collègues pouvaient être démunis en disant oui, mais de fait, j'ai peur d'être maladroit aussi dans ce que je vais venir dire. D'où le fait, comme je l'évoquais tout à l'heure, on conseille par exemple de ne pas questionner sur la pathologie. Vous êtes légitime à le faire, bien sûr, en tant que médecin, ou pas du tout. Et c'est vrai que certains pourraient le faire de la même façon sur la durée prévisible de l'arrêt. On évite de poser ce type de questions, ou la surcharge d'activité. De la même façon, on a quand même, puisqu'on a aussi la question de l'entretien de reprise. Dans le cadre de ce protocole, on a mis des annexes avec une sorte un guide sur l'entretien, sur les questions qui pourraient être posées. Ce ne sont que des conseils. Vous l'avez dit, il faut s'adapter à son interlocuteur. Il faut être avant tout dans une démarche de sincérité, hein, puis d'empathie vis-à-vis du collègue, bien sûr. Mais il en reste vraiment, on a donné quelques conseils pour bien sûr aider nos collègues qui peuvent parfois être un peu désarçonnés. C'est ne pas oublier d'évoquer ce qui s'est passé dans la collectivité, la vie du service, les nouveautés, les changements, mais aussi laisser la parole aux collègues pour lui demander comment il perçoit sa reprise. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose d'important. Nous, on évoquera peut-être tout à l'heure, on a noué un partenariat avec la Ligue contre le cancer, là, et une étude de la Ligue fait apparaître que 88% des personnes qui sont touchés par le cancer déclarent ne pas avoir été préparés à la reprise de manière satisfaisante et pas avoir eu ce lien-là. Donc, ce qui veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'appréhension de la part des agents, mais aussi parfois, par méconnaissance ou par peur de ce fameux tabou-là, une impréparation par rapport à cette reprise. Donc, le fait de laisser la parole en demandant à l'agent comment tu perçois ta reprise et de laisser parler et à partir de cela engager le dialogue, ça peut être une bonne accroche. Et justement, il y a souvent beaucoup d'appréhension à une reprise de travail. Alors, vous avez entièrement raison. Moi, j'ai des connaissances que les managers ou les RH n'ont pas. Mais il faut garder en tête que le patient n'est pas lié par le secret. Il a le droit de dire ce qu'il souhaite ou ce qu'il veut de sa pathologie. Et souvent, et c'est pas péjoratif, les collègues ou les managers ont une connaissance de la pathologie parce que ça permet de mieux appréhender la reprise en sachant quelles sont les forces et malheureusement les faiblesses liées à la pathologie que la personne vient de traverser.
Emmanuel Riouelan, je me souviens quand on avait échangé, vous me disiez que c'est l'exemple que vous donniez de la Ligue contre le cancer, parce que beaucoup de témoignages vont dire, mais c'est intéressant ce que vous dites, mais nous, moi, je suis une petite collectivité, c'est plus compliqué pour moi de mettre en place. Et vous me disiez, là, c'est une bonne illustration. Ces grosses associations sont présentes un peu sur tout le territoire, ont des antennes dans chaque département. Donc, vous pouvez, une petite collectivité peut très bien contacter localement la Ligue, son représentant, et avoir une action de ce type. C'est bien de le dire, ça aussi. C'est important de le dire, il faut s'appuyer sur la force du réseau, un peu comme on le fait aujourd'hui avec nos témoignages, modestement, bien sûr, mais s'inspirer de ces bonnes pratiques. Moi, il est vrai que de la même façon que, je l'espère, ça permettra d'essaimer sur le territoire, dans vos collectivités. Moi, je me suis inspirée en cela du collègue de DRH de Nantes, hein, qui est aussi au sein de la NDRHDT, l'association des DRH des territoires, et donc il y avait noué ce partenariat avec la Ligue, mais c'est tout à fait possible de le faire aussi dans vos collectivités et de s'appuyer aussi sur ce réseau qui existe à l'échelle de chaque département. Alors, par exemple, à Nantes, ils avaient mis en place une sensibilisation des équipes RH avec un Serious Game. Ils avaient mis en place aussi un accompagnement à la reprise, comment, dans quelles conditions, avec quelles contraintes en fonction des besoins de l'agent et aussi des besoins de la collectivité, et aussi une conférence sous forme de théâtre-forum pour les agents volontaires, hein, pour pouvoir sensibiliser aussi à cette question des affections de longue durée et du cancer et de la reprise. Alors là, on met en place les choses aussi à Brest avec une action de sensibilisation. Alors, on fait avec les moyens de la Ligue à l'échelle de chaque département. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est différent à l'autre, mais donc charge à chacun de contacter la Ligue sur son territoire. Donc, on met en place une action de sensibilisation là, pour tous les encadrants. Pour justement l'accompagnement à la reprise, des collègues qui ont pu être touchés par la maladie. Il y aura des ateliers aussi, hein, justement, sur l'annonce de la maladie par l'agent, l'arrêt de travail, ce que ça va impliquer. Puis ensuite, délivrer avec des conseils que chacun pourra diffuser au sein des directions. Donc, voilà, il faut, au-delà de ça, se dire, on n'est pas tout seul. Il y a tout un maillage territorial d'associations. On parle de la Ligue, mais ça peut être d'autres associations localement. N'hésitez pas à vous appuyer aussi sur ce partenariat parce que ça provoque un effet levier qui peut être que bénéfique. Et j'insiste bien là-dessus parce que c'est vrai qu'on n'en a pas conscience, mais le docteur Paoladji nous le dirait mieux que moi. Mais c'est vrai que les collègues qui sont atteints de cancer, par exemple, eh bien, c'est des conséquences sur le plan psychologique, économique, financier sur 5 ans. Et on a des collègues, toujours une enquête de la Ligue, c'est 63% des agents, des personnes qui souffrent de séquelles 5 ans après. Donc, ça veut bien dire qu'il est important d'avoir un accompagnement sur la durée. Et comme vous le disiez à juste titre, ce n'est pas forcément le manager, ça peut être aussi l'identification d'un référent au sein de l'équipe, même dans le cadre de la reprise, en disant, ben voilà, je serai ton interlocuteur privilégié, tu as besoin de quelque chose, tu n'es pas obligé d'aller voir l'encadrant, je serai à ton écoute pour pouvoir aussi à la fois entendre ce que tu as posé et faire au mieux pour mettre en place des aménagements qui te faciliteront la reprise et éviteront aussi, bien sûr, les rechutes éventuelles. Donc voilà le type de conseils qu'on peut donner qui sont accessibles à tout un chacun en lien avec ses partenaires sur le territoire. On arrive doucement, même pas doucement, mais à la fin de notre webconférence. Mais comme on a beaucoup de questions, je vais en prendre une dernière pour Guillaume Gonon. Alors, je reconnais que c'est peut-être pas la plus facile pour faire court, donc ça va être un challenge pour lui, parce qu'effectivement, il a cité rapidement cette notion de signaux faibles tout à l'heure. Et comme je disais, c'est un aspect aussi qui est décrit dans l'étude de la MNT. Et la question est toute simple, hein. Qu'est-ce qui peut être considéré comme des signaux faibles? Pas facile de répondre pas facile. Ce que j'évoquais tout à l'heure, ça peut être des arrêts perlés, par exemple, des arrêts donc de 1 à 2 jours, 3 jours, régulièrement. Ça peut être aussi manque de participation au collectif. Ça peut être tout un tas de signaux qui montrent que l'agent se désengage, enfin est pas partie prenante dans le collectif de travail.
Donc ça va être aussi peut-être des douleurs qui apparaissent. Enfin, ça peut être tout un tas de choses. Et c'est vrai que les managers doivent être formés sur ces champs-là. Il y a aussi maintenant sur la santé mentale, puisque une des grosses en fait parties des arrêts longs relève de la santé mentale. Ça, c'est un phénomène qui a été clairement observé après le Covid. Amplifié par le Covid. Amplifié par le Covid avec beaucoup de dépression, de syndrome anxio-dépressif post-Covid. Du coup, il y a les nouvelles formations premiers secours en santé mentale qui viennent d'être instaurées dans la FPT, enfin dans les 3 versants d'ailleurs de la fonction publique, qui sont proposées par le CNFPT. Ça aussi, ça peut être un bon moyen de détecter des signaux faibles et d'acquérir cette capacité d'observation, d'écoute qui permettra de éventuellement identifier des personnes. Et puis après, c'est pouvoir aussi avoir un relais, soit extérieur, soit dans le cadre des contrats, par exemple, qu'on a avec la MNT ou avec les assureurs, il y a souvent dans les annexes au contrat des entretiens psychologiques qui peuvent être proposés aux agents gratuitement. Donc ça peut être aussi un bon moyen ou alors nous, par l'intermédiaire du centre de gestion, on a aussi des conseillers en évolution professionnelle qui peuvent faire, ce sont des psychologues du travail, qui peuvent recevoir l'agent pour voir s'il y a des problématiques de motivation au travail. Enfin voilà, il y a différents. Ça peut être aussi la collectivité peut proposer à l'agent d'aller voir le médecin du travail. Enfin, il y a différentes ressources qu'il faut bien identifier, même si on n'a pas la capacité en interne. Mais il y a d'abord la détection et ensuite l'orientation vers des ressources pertinentes pour essayer de justement que le signal faible ne se transforme pas ensuite en arrêt, qui devienne et puis un arrêt long, quoi. Voilà. D'où l'importance de le suivre, de l'observer, de ne pas le laisser passer, disons, pour pouvoir, dans la mesure du possible, agir en amont. Je suis désolé, il va falloir qu'on s'arrête là parce qu'on a déjà dépassé un peu. Donc vraiment un grand merci à vous 3. Vous allez recevoir un lien assez rapidement avec la possibilité d'avoir un replay de notre webconférence, webconférence qui est également en ligne sur le site de VK. Donc, merci à nouveau à vous 3. J'en profite aussi pour remercier la MNT et la NDRH d'été. Donc, merci à tous et très bonne journée. Et je vous dis surtout à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.